Bienvenue au musée du Louvre pour vous montrer que l'art ça se vit et que c'est une quête sur le terrain. On sort un peu de notre salon habituel et je vous invite à suivre mes traces auprès de l'amour menaçant d'Étienne Maurice Falconet. Alors je ne suis pas guide touristique, certains font ce travail mieux que moi, je donne plutôt dans l'expertise et notre but c'est que même si vous n'y connaissez rien, a priori, et que vous pensez ne rien y connaître, eh bien de ce rien on tire quelque chose. La méthodologie de l'expertise est avant tout basée sur l'observation, du général au détail, et ces détails vont nous permettre de confirmer ou d'infirmer certaines de ces informations. Moi, tout ce que je fais ensuite, c'est de préciser des connaissances qui peuvent vous permettre de vous aider dans votre observation, dans votre analyse, dans votre expertise, et que vous pourrez ensuite réutiliser si vous voyez un autre objet semblable ou une autre œuvre semblable. Donc cette sculpture est intitulée L'amour menaçant. Elle a été commandée en 1757 par la marquise de Pompadour, au sculpteur français Étienne Maurice Falconet. Elle est réalisée dans un bloc de marbre et elle mesure 48 cm de haut. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Et on commence toujours par enfoncer les portes ouvertes. Donc, c'est un enfant avec des ailes sur un nuage, là des flèches, là une rose. C'est un motif très connu, donc je ne vais pas faire le tour du pot, c'est l'amour, le dieu amour, petit complice d'Aphrodite, la déesse de la beauté. On le connaît aussi sous le nom de Cupidon. Mais ce n'est pas tant de reconnaître de qui il s'agit qui est intéressant, mais de quelle façon, comment est-il représenté? Qu'est-ce qui fait que cette œuvre est d'une part caractéristique de son temps et du bon goût de sa période, et d'autre part, qu'est-ce qui fait que c'est un chef-d'œuvre absolu de la sculpture française? Et par extension, qui et pour qui, d'où ça vient et où ça mène? Arrêtez-vous devant les œuvres, devant celles-ci, observez et on va répondre à toutes ces questions. Ici, l'amour est un jeune enfant, dans un corps d'enfant. Donc il est assis sur un nuage en tire-bouchon, enroulé autour du carquois. Il a les jambes croisées, un pied a même la fantaisie de dépasser de la périphérie du socle, et ça tout de suite, eh bien, c'est la statue qui vit et qui s'affranchit de ses limites. Il baisse la tête, son regard et son léger sourire donnent un ton espiègle qui ajoute à la vie de ce petit dieu. C'est un sourire mutin devant lequel Amour tient un doigt qui impose le silence, tandis que de sa main gauche descend dans son carquois pour y saisir une flèche. Ce carquois a la lanière dénouée, il est pris dans le nuage. Les ailes sont à demi déployées et donnent une impression de mouvement également. Et sur le devant, une rose, tout épanouie, qui symbolise l'amour passionnel, bien sûr, un symbole tout simple pour l'amour. Alors, quand vous observez, mettez-vous dans la peau d'un observateur contemporain. 1757, 18e siècle, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de télévision, ça signifie que l'art, au travers de cette sculpture, est l'équivalent de ce qui, aujourd'hui pour nous, est une source capitale de l'image. Et à l'époque, on n'avait jamais vu d'image en mouvement. Donc, une image comme celle-ci, c'est la vie incarnée, avec cet admirable traitement du marbre tout à fait réaliste. Falconet atteint un degré de perfection et d'illusion de la vie qui est absolument remarquable. Et puis, regardez cette chair molle d'enfant, c'est un peu potelé, sans muscles apparents, les cheveux ondulants, c'est une tignasse d'enfant, ça. Même les ailes qui ne sont pas trop grosses, pas trop petites non plus, et la jointure des ailes, ça a l'air vraiment crédible, tout ça c'est très fluide. Et donc, l'ensemble de ce corps en marbre, le rendu du marbre, est d'une absolue perfection de maîtrise anatomique, de maîtrise des proportions, d'observation d'après nature, jusqu'au moindre détail. Vous voyez là, se modeler au niveau du coude, le poignet, la ride sous le bras, cette petite cuisse, c'est quand même très réaliste. Ce petit corps est assis sur un nuage, le nuage est une forme informe, en torsion, avec ces petits creux légers faits au trépan et qui donnent un peu cet aspect de meringue. Là, en regardant le côté droit, ce quadruple empilement de crème fouettée, c'est mieux qu'une pub pour du yaourt. Et c'est un paradoxe très poétique, je trouve. C'est du mou, assis sur du mou. On se demande lequel est le plus léger. C'est une sculpture qui est faite pour qu'on tourne autour. Donc, à chaque angle, il y a une surprise et un élément de maîtrise. Falconet a travaillé tous les angles parce qu'il savait, parce qu'il voulait qu'on tourne autour. D'ailleurs,
sur d'autres versions de cette sculpture, celle conservée au Rijksmuseum d'Amsterdam, le socle était dès l'origine assorti d'une poignée pour faire tourner la statue. Et on pourrait s'arrêter là. Euh, cette œuvre est un chef-d'œuvre par le simple traitement de la matière et le rendu du marbre, mais en plus, il se trouve que le sujet, le thème et toute l'ambiguïté de réflexion et d'iconographie, c'est le goût, c'est le bon goût du XVIIIe siècle français qui nous caractérise encore aujourd'hui et qui cristallise un peu plus la valeur de cette œuvre. Et en plus, la gestuelle propose une ambiguïté iconographique. D'un côté, le doigt sur les lèvres appelle à la discrétion, soyez discret, mais la main sur le carquois est une menace, garde à vous. Et c'est précisément cette formulation qui est inscrite dans le livret qui accompagne la sculpture en 1757, soyez discret, garde à vous, comme sous-titre de l'amour menaçant, et ça c'est la galanterie, c'est l'âme rocaille des arts et des arts décoratifs en France au milieu du XVIIIe siècle. La rocaille et l'esprit galant, Falconet allie les deux et ça fonctionne parfaitement. Alors Falconet savait précisément quel code il devait utiliser pour que son œuvre soit appréciée par le plus grand nombre. Même si ses débuts ne le prédestinaient pas à la sculpture, il est quand même entré dans l'atelier de Jean-Baptiste de Lemoine en 1734. Lemoine, c'est un maître attentionné qui lui communique son admiration pour Pierre Puget, donc Pierre Puget, le grand sculpteur versaillais. Et c'est cette admiration qui va amener Falconet à présenter à l'Académie de peinture et de sculpture, donc passage obligé pour tous les artistes qui veulent vivre de leur art, donc 1 million de crotonnes en 1744. Ce million a d'abord été refusé car considéré comme un plagiat du Milon de Puget. Falconet aurait simplement retourné la figure, puis finalement la sculpture est acceptée en 1754 après quelques péripéties. Donc l'année suivante, en 1755, eh bien, Falconet, en tant qu'élève de l'Académie royale de peinture et de sculpture, expose au salon annuel de peinture et de sculpture. Ce salon, c'est un événement qui permet aux nouveaux artistes d'être vus et reconnus. Et cette reconnaissance, eh bien, un artiste, Falconet, doit l'obtenir également de la noblesse, qui peut lui commander des œuvres ensuite. Mais du coup, avec tout ce que je viens de vous dire, vous vous doutez bien que Falconet, c'est un élève qui va être surveillé, parce que admirer, d'accord, c'est bien, mais plagier, c'est pas terrible. Donc quel a été le processus de création de Falconet en 1755 pour qu'il puisse d'abord créer un modèle en plâtre de sa statue? La première difficulté pour Falconet, ça a été de réinventer le thème sans encore une fois être accusé de plagiat. Donc dans cette salle, on a cet exemple de Bouchardon de 1739, qui déjà à son époque avait fait forte impression, L'amour taillant son arc dans la massue d'Hercule, œuvre inspirée d'un tableau de Parmesan. Cette statue évoque le réemploi de la grandeur et du regard sur l'antique. La statue est exposée un temps à Versailles, mais bon, cet amour est un peu trop adolescent, trop classique. Il sera déposé au château de Choisy-le-Roi. Et puis un autre exemple, récemment acquis par le Louvre, par Jacques Sally, Cupidon testant une de ses flèches en 1753, sur un piédestal avec profusion d'ornements décoratifs, végétaux, floraux, de Jacques Verberg. Donc l'œuvre est faite pour un des châteaux de la marquise de Pompadour. La Pompadour, c'est elle qui tient les rênes du bon goût français au XVIIIe siècle, et elle sera séduite par le plâtre de Falconet de 1755, et suite à ce modèle, elle commandera le marbre qui sera livré en 1757, exposé au salon. Donc si cette statue plaît à la Pompadour, c'est qu'elle est dans le bon goût. La seconde difficulté, c'est de rendre cette statue moderne. Alors, en comparaison de Bouchardon, il n'y a pas vraiment de difficulté. Au début du siècle, on prend encore les modèles virevoltants du Bernin comme exemple, mais il faut assagir tout ça. On cherche un style idéal qui n'est plus le style classique. Il n'y a plus besoin de faire des effets théâtraux grandiloquents pour prouver qu'on sait sculpter avec goût et qu'on est un génie. Donc là, il faut comparer avec Sally, parce que Sally, qui lui prend le parti de faire de son Cupidon un petit homme avec une tête d'enfant, la chevelure, la posture, l'expression du visage, bon, c'est très bien réalisé, mais Falconet, lui, va chercher à rendre plus réaliste cette image du petit Dieu plus enfantin. Donc ces deux choses-là, avec la moindre taille de la sculpture, donc plus propice aux espaces privés, l'iconographie galante, pleine d'ambiguïté, et le traitement du marbre, proche de la perfection, eh bien Falconet montre qu'il est bien un maître de la nouvelle sculpture française. Et ça tape dans l'œil de la Pompadour, donc elle devient propriétaire de la sculpture. Quand elle acquiert l'amour menaçant, on sait où est-ce qu'elle le place, puisque le livret qui accompagne la statue indique que celle-ci appartient à Madame de Pompadour et doit être placée dans son hôtel particulier à Paris, et plus particulièrement dans les jardins donc, de cette demeure, de cet hôtel particulier qui est
en fait, est l'actuel palais de l'Élysée, donc la demeure de notre président de la République. Donc la Pompadour devient aussi protectrice de Falconet. Alors, cette statue n'est pas la première œuvre que la Pompadour avait commandée à l'artiste. En 1751, la Pompadour commande la musique pour le château de Bellevue, mais c'est vraiment l'amour qui consacre Falconet, qui fait que Falconet devient le sculpteur attitré de Madame de Pompadour. Il est même préféré à des sculpteurs contemporains comme Pigalle ou Bouchardon. La même année de la création du marbre, la marquise nomme Falconet directeur de la manufacture royale de porcelaine, récemment déménagé à Sèvres. Falconet travaille aux côtés du grand peintre François Boucher, donc le directeur des peintures de la manufacture, qui est également un protégé de la Pompadour depuis longtemps. Et il n'est alors pas étrange de rapprocher les travaux de ces deux artistes à ce moment, quand on connaît les œuvres de Boucher, comme par exemple le Pasteur galant de 1738, et qu'on s'intéresse à ce personnage en haut à droite, qui est peut-être une source d'inspiration du geste de l'amour chez Falconet. Eh bien, il est tout à fait possible que Falconet ait vu cette toile ou une esquisse et qu'il aurait réétudié ensuite pour être à coup sûr dans le bon goût avec sa propre sculpture. Dans tous les cas, l'amour est une preuve que Falconet a réussi à se plier au goût délicat et un peu mièvre de sa protectrice, mais ça lui aura profité. Alors, la manufacture de Sèvres, ça va être très important dans la carrière de Falconet, ça va être aussi la seconde partie de la vie de cette statue. Le biscuit de Sèvres, c'est-à-dire la porcelaine laissée sans glaçure, brute après son modelage et sa cuisson, se réalise assez vite et c'est extrêmement à la mode. Falconet a un peu transformé sa statue en goodies. Donc, vous savez, les petites reproductions en celluloïd toutes moches qu'on trouve aujourd'hui dans les boutiques. L'équivalent au XVIIIe siècle, c'est ça. Sauf que c'est du biscuit de porcelaine, donc c'est quand même plus noble, aussi plus cher et de meilleur goût. Et comme la porcelaine française s'est reconnue dans l'Europe entière à ce moment, on assiste à une fulgurance des activités commerciales de la manufacture dans toutes les cours d'Europe. Et donc, qui profite de cette fulgurance? Eh bien, Falconet et l'amour menaçant. Alors, c'est du gros conflit d'intérêts en dire aujourd'hui, mais quand vous allez chez quelqu'un et que vous trouvez une miniature en biscuit de porcelaine de l'amour menaçant sur la table basse du salon ou sur la commode, mais cette personne a un goût certain. Et puis ce n'est pas fini, puisque les biscuits allant généralement par deux, eh bien Falconet rebondit de nouveau et invente un pendant exclusivement en biscuit de porcelaine, donc jamais réalisé en marbre, à son amour menaçant, la petite fille cachant l'arc de l'amour, plus communément appelé Psyché. Et à l'époque, Amour et Psyché, ce sont les deux biscuits les plus commandés en Europe. Et la cerise, généralement, on associe des vers à chaque biscuit de porcelaine, et sur le socle de l'amour étaient inscrits les vers de Voltaire: qui que tu sois, voici ton maître, il le fut, il est ou le doit être. Donc vous voyez un peu l'ambiance du salon officiel de peinture et de sculpture au salon privé d'un hôtel particulier. Vous voyez les centres d'intérêt de la noblesse, des grands bourgeois, des riches en général, mais c'est le goût. C'est tout à fait charmant, c'est tout à fait dans le goût galant, dans le goût des arts décoratifs, des hôtels particuliers. Alors, la reproduction, les déclinaisons, ça fonctionne très bien, mais les citations aussi. L'amour menaçant, c'est une des œuvres les plus citées dans les autres arts de façon plus ou moins fidèle, mais elle a vraiment un impact colossal sur l'art au XVIIIe siècle. Alors que ce soit Noël Allais, ici au Louvre, ou Alexandre Rollin, ou Louis-Léopold Boilly, Roland Trinquès, ou Jean-Michel Moreau le Jeune, ou encore Antoine Baudouin, et surtout Jean-Honoré Fragonard avec Les hasards heureux de l'Escarpolette de 1787, alors on peut bien sûr justifier la présence de la statue à chaque fois comme une incarnation vivante du Dieu, comme une présence cachée. Tout ceci pour montrer cette profusion des citations qui évoquent l'idée d'une gloire artistique de la sculpture de Falconet. Alors, en 1764, la marquise de Pompadour meurt, Falconet perd un soutien important, alors il reste sollicité pour quelques sculptures, mais n'importe comment, sans sa protectrice, ça sent le déclin pour lui. Et c'est Diderot, un ami de longue date, qui va recommander Falconet à l'impératrice Catherine II, la tsarine de toutes les Russies. C'est auprès d'elle que Falconet finira sa carrière. Et quelle carrière, puisque là-bas, il ne sera pas qu'un sculpteur de sujets galants, mais un vrai sculpteur officiel d'État, et c'est ce à quoi il aspirait. On lui commande la statue équestre de Pierre le Grand, c'est un travail pour lequel il s'est passionné, il a fait beaucoup de recherches, il a beaucoup écrit sur sa réalisation, notamment un traité sur la célèbre statue équestre de Marc Aurèle, donc conservé au Capitole à Rome, ce traité lui permettant de réaliser sa propre statue, et entre 1766 et 1768, il réalise donc cette grande statue équestre
en bronze sur un socle de granit, encore actuellement au bord de la Neva, où on voit donc un conquérant, le fondateur d'un empire, Pierre le Grand. C'est une grande statue russe réalisée par un Français, mais par des Français, puisque le visage de Pierre a été réalisé par une élève de Falconet, une femme, donc oui, c'est important de le noter de nos jours, donc Marianne Collot. Bon, ils se sont nettement rapprochés à la fin de la vie de Falconet, mais ça c'est une autre histoire. Le grand malheur de Falconet, c'est qu'ayant produit à Saint-Pétersbourg son œuvre la plus grandiose, il n'a pas obtenu la consécration qu'il méritait dans son propre pays. Et encore aujourd'hui, on comprend mal l'important contraste de sa carrière. Il est cependant clair que L'amour menaçant est un chef-d'œuvre de la sculpture française et de la sculpture pompadoresque. Et ce, malgré le peu de considération qu'il a eu pour sa propre production au service de la marquise, puisque dans sa correspondance avec Diderot, Étienne Maurice Falconet caractérisa ces 10 années de création pour la Pompadour comme des concessions. Alors, peut-être est-ce le cas, mais ces concessions lui ont permis d'accéder à un réel succès à la cour de Louis XV, et l'amour menaçant est l'emblème d'un bon goût du XVIIIe siècle et en France. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner à la chaîne. C'était Nicolas pour vous servir et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech.